à tous, bienvenue sur le podcast Booster de Sens. Je suis Claire Laloyau, je suis sophrologue, caïcédienne, coach en PNL et je suis auteure de livres sur les émotions pour les enfants. J'ai le plaisir d'accueillir Caroline, que j'ai accompagnée depuis 2 ans maintenant. Je souhaite faire en sorte de donner la parole à des personnes qui ont osé prendre soin d'elles, osé se questionner, trouver du sens, plus encore de sens dans leur vie, et surtout aussi plus de plaisir. Et allons-y Caroline, si tu veux bien. Ce que je te propose, c'est de raconter ton histoire. Ok, alors je vais raconter une partie de mon histoire sous une forme un petit peu romancée que j'ai écrite sous le titre de L'Oiseau Blanc. Et du coup, je vais vous lire un extrait de 2 chapitres. Le premier, il s'appelle « La navigation au pays des merveilles ». En quelques mois, l'oiseau blanc maîtrise les éléments. Météo du secteur, instruments de mesure, indicateurs, contrôleurs, ravitailleurs. Il s'amuse dans ce nouvel écosystème où il a bâti de solides liens de collaboration avec les acteurs essentiels du support au sol. Le vol en formation est un jeu d'enfant et une vraie partie de plaisir pour lui. Tantôt leader de son escadrille, tantôt parfait complice d'Ayane le trublion magique à la tête du puissant porte-avions SCO. Il manœuvre entre les espaces aériens contrôlés et les zones libres de circulation. Les premiers ne sont pas sa tasse de thé, mais pas de panique. L'épisode suivant s'intitule « La catastrophe aérienne ». Et puis, l'équipage du porte-avions est chahuté. Il perd son leader. Ayane le trublion s'échappe vers de nouveaux cieux. La ligne hiérarchique et le collectif sont chamboulés. Arrive l'ère des contrôleurs au pouvoir. Osez, qu'il disait, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Oups, ça va piquer. Alors la patrouille se disloque. L'oiseau blanc en est bien conscient. Pour autant, il met les gaz. Slalom entre les nuages instables, vol contre le vent. Turbulence, surconsommation d'énergie, sueur froide, palpitations, tout y est. Malgré cela, il continue de tirer sur les manches pour garder le cap, l'altitude et de ne pas sacrifier ses chers albatros. Mais la puissance du moteur devient trop faible. L'oiseau blanc décroche et part en vrille. Adieu, belle escadrille. Merci pour ce partage. Cette belle histoire a montré que tu avais du talent pour l'écriture, entre autres. C'est l'exercice que je t'avais proposé à l'époque, c'était de raconter l'histoire du héros et au travers du coup des métaphores et de ce qui était important pour toi, notamment toute la partie aviation. Tu vas bientôt pouvoir d'ailleurs publier le beau livre qui raconte toutes les étapes de ton aventure à partir du moment où effectivement là il y a eu un défaut dans le fonctionnement de l'oiseau blanc. Est-ce que tu peux nous en dire plus en fait? Oui, bien, enfin, c'est vrai que là ça relate un épisode de ma vie où je pensais être qu'une, dans le sens où toute ma vie c'était mon travail et je pense que je vivais corps et âme pour et par lui. Donc sur un travail très prenant de manager opérationnel avec des objectifs commerciaux à tenir et de grandes équipes avec beaucoup de diversité et donc de difficultés multiples à gérer. Voilà, à cette époque, je pense que je me suis complètement oubliée en fait. Et je ne vivais que pour mes équipes, mon travail, les résultats. Et du coup, moi en tant que Caroline, moi en tant que maman ou en tant que femme d'eux ou en tant qu'amie, n'existait pas.
Sauf que cette part-là de Caroline Working Girl, on va dire, a pris une part beaucoup trop importante au point de m'user et de m'amener à la vrille, hein, comme en avion. Hein. C'est vraiment ça le truc en avion quand tu n'as plus suffisamment de gaz et de puissance dans le moteur, mais que tu continues à tirer sur le manche, et bien en fait ton avion pique. Voilà, tu n'as plus de portance et ton avion pique puis part en vrille. Voilà. Et donc c'est exactement ça en fait. Moi je n'avais du coup plus d'énergie physique, mentale, etc. Mais pourtant je continuais à courir en fait, après des résultats, après l'aide et le soutien aux équipes qui n'en pouvaient plus non plus, etc. Donc voilà, je suis partie en vrille. Et souvent, les vrilles en aviation, elles l'amènent au crash, quoi. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que juin 2020, Caroline, la Working Girl, elle est morte. Mais en fait, c'est vraiment ça, elle est morte. Et du coup, je me suis retrouvée avec une espèce de coquille, du coup. En vrai, Caroline, en chair et en os, elle n'était pas vraiment morte. Enfin, il y avait encore un peu de cœur qui battait. Mais pour moi, il n'y avait plus rien, quoi, puisque la partie Working Girl s'était écrasée au sol. Du coup, pour moi, ça a été un moment difficile. Difficile à accepter aussi, hein, je me rappelle bien. Difficile à accepter, effectivement, il y a eu un long moment de déni. Pour autant, voilà, j'ai compris que j'avais besoin d'aide. Et c'est en ça que voilà, j'ai fait appel à toi. Quelle a été pour toi l'étape nécessaire? Alors, ouais, l'étape nécessaire, je pense, et je me souviens que tu as beaucoup insisté et ça a pris du temps pour que je le comprenne et je l'accepte. C'était déjà le repos pour regagner en énergie. Et énergie à utiliser uniquement pour moi dans un premier temps. Cette énergie devant en constituer d'autres, etc. Donc du coup, ça a été par exemple à réapprendre à vivre pour moi, à regoûter à des plaisirs simples dont j'avais complètement oublié l'existence, avec notamment la pratique d'activités qui m'étaient chères jusqu'alors, mais ça faisait des années que je ne pratiquais plus. Donc voilà, cette première étape, me reposer et reprendre du plaisir simple. Donc ça peut être des choses toutes bêtes, hein, prendre mon temps sur un petit-déj. Parce que le petit-déj, moi, je le prenais plus, c'était dans ma voiture pendant mon heure de transport avec un pauvre thé, qui était posé là à côté de mon frein à main. Prendre une demi-heure en écoutant de la musique ou pour le petit-déj, me remettre au sport. Ça aussi, ça a été salvateur parce que ça a nourri mon besoin de mouvement notamment. Et je pense que ça aussi, ça répondait à une frustration d'absence de mouvement aussi à ce moment-là. Donc ça a vraiment été la première étape. Peut-être aussi peut-être de réparer un peu mon corps finalement. Je dirais ça comme ça. Qu'est-ce qui était dur à ce moment-là pour toi? Je pense que, moi je fais l'analogie avec le deuil. Il y avait quelque chose qui était mort, c'était Caroline Working Girl, et j'étais dans la phase de déni qui est la première phase du deuil, et cette phase elle a été longue en fait, parce qu'en plus, comme mon corps était encore là, pour l'entourage en fait, t'es encore là quoi, il y a rien de vraiment changé.
Alors que moi, j'avais vraiment l'impression d'avoir vécu une catastrophe sans que l'entourage ne le comprenne. Euh, donc il y avait ce décalage que je percevais entre l'image que je pouvais avoir de ma situation et comment je ressentais ça, et le regard des autres. Euh, Même si j'ai eu la chance d'être bien entourée et de ne jamais avoir eu de propos jugeants, juste quelques mots d'incompréhension de la part de mes enfants par exemple, qui ne comprenaient pas pourquoi je ne travaillais pas et que du coup j'étais en arrêt maladie, parce qu'il a bien fallu expliquer la différence entre des vacances et un arrêt maladie. Donc du coup, un propos du coup inquiétant pour mes enfants jeunes. Je me souviens de mon petit garçon à l'époque de 9 ans, 8 ans, me dire, fondre en larmes en disant maman, t'es malade, t'es gravement malade, et ne sachant pas lui expliquer finalement que c'était suffisamment grave pour s'arrêter vraiment. Longtemps et pas autant au point de s'inquiéter. Ma vie n'était plus en danger. En fait, le fait de m'être arrêtée, ma vie n'était plus en danger. Oui, c'est plus facile d'avoir un pied dans le plâtre pour être en arrêt maladie que justement en fait d'être alors burn-out ou déprime ou dépression, quoi. C'est ça, c'est cette difficulté de... C'était quoi aussi le regard des autres sur ta situation en dehors de ta famille? Moi, je sais pas, parce que bon nombre de personnes n'ont jamais su que j'étais arrêtée. C'était dur pour toi j'en ai parlé très peu. Quand j'en parlais, c'était parce que je maîtrisais complètement j'avais l'impression de maîtriser complètement la relation et du coup la confiance que je pouvais avoir avec la personne. Et du coup, j'ai jamais eu de regard malveillant. Mais je pense parce que je me suis protégée de ça en fait. C'est des moments où du coup on revoit quand même son panel de relations et comme on a besoin de se protéger, j'ai évité de m'exposer aux yeux de certains dont je pensais que j'aurais eu du mal à expliquer et qu'ils auraient eu du mal à comprendre. De toute façon, comme la Caroline amie était morte depuis longtemps au bénéfice de la Caroline Working Girl, il y a plein de gens de toute façon que je ne voyais plus, avec qui je n'échangeais plus depuis longtemps. Donc ça n'a pas été si dur que ça. Mais voilà. Je me rappelle que ce qui était compliqué pour toi aussi, c'était d'avoir ce sentiment d'avoir abandonné tes équipes. Ah bah oui, ça c'est vrai. Et je pense que c'est presque encore un peu présent. Ça peut encore l'être un peu. Bien sûr, en plus, je suis tombée, on va dire, à un moment où c'était difficile pour tout le monde. Il n'y a pas que moi qui souffrais au travail à ce moment-là. J'étais jusqu'alors très engagée aux côtés de mes équipes et encore une fois c'était un moment difficile où on avait besoin d'être soudés sur le navire quoi, qui était bien chahuté. Donc voilà, c'est comme l'effet d'un capitaine de bateau dans une tempête qui lâche la barre, quoi. Enfin, moi, j'avais vraiment l'impression de ça. Donc, du coup, de laisser un bateau virevolter dans une tempête et donc tout le monde bahuté. Donc, oui, j'ai énormément culpabilisé sur le fait de les avoir abandonnés, laissés tomber dans ce chaos, sans plus pouvoir les supporter comme je le faisais jusqu'alors. Est-ce que... Tu peux nous dire combien de temps ça a duré cette phase où il y avait cette première phase de plus d'énergie déjà, donc repos, et ensuite cette phase de réappropriation d'activités simples, tranquilles. En fait, au bout de 6 mois, j'ai cru que j'étais sortie d'affaires parce que j'ai eu effectivement un regain d'énergie avec
des phases de redécouverte de certaines activités sportives notamment. Je me suis mise à apprendre le piano aussi par exemple. Et finalement, au bout de 6 mois, je pouvais avoir l'impression de revivre et d'avoir envie du coup de passer un peu la seconde sur d'autres activités et de commencer un peu à être impatiente sur un retour à l'emploi. Mais en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que si je crantais en plus sur des activités notamment un peu cérébrales, mon énergie elle était tout de suite vidée, quoi. C'est comme un téléphone que tu rechargerais alors la batterie était complètement à plat. Tu le recharges, tu t'attends même pas qu'il soit à 100%, tu le prends à 30, tu vas l'utiliser 5 minutes et il va être tout de suite à 0, quoi. Donc au bout de 6 mois, j'ai eu cette illusion et en fait, je suis vite retombée assez bas en énergie. Et je pense qu'il m'a fallu une grosse année avant finalement de revenir à un niveau d'énergie où toute cette phase de soins et de repos soit à nouveau un capital énergie, un capital ressources. Donc je dirais entre 12 et 18 mois, là j'ai vraiment le traumatisme, je dirais, physique s'est estompé, est parti, quoi. Je pense qu'il y a un truc comme ça là, de traumatisme physique. Et d'ailleurs, je pense qu'il reste. C'est-à-dire que c'est un peu comme. Je pense que là maintenant je suis cicatrisée, c'est comme une cicatrice, elle est fermée, mais parfois, comme la peau est plus sensible en fait, donc si tu touches ou tu grattes en fait, ça peut être à nouveau sensible, quoi. Donc je pense que c'est aussi un enseignement, c'est que voilà, il y a des zones de fragilité, si tu les atteins à nouveau, elles sont d'autant plus sensibles. Qu'est-ce que tu as découvert de toi alors ? Des points qui étaient peut-être, par exemple, ou qu'est-ce que tu as redécouvert ? Oui. Alors, du coup, et ça fait partie des travaux que j'ai pu faire avec toi, avec notamment 2 outils que tu as appelés la roue des équilibres et les rôles de vie, où en fait on scinde ces rôles de vie sur un camembert en disant quelle part ça occupe dans ma vie, avec quel niveau de satisfaction. Donc j'avais trouvé cet exercice très intéressant parce qu'il met vraiment en évidence certains écueils dans lesquels tu étais allée, où je voyais que moi, mon camembert, comme je le disais, c'était la working girl qui prenait 3/4 du camembert, alors que la partie moi, maman et femme, elles étaient devenues pour certaines epsilonesques. J'ai appris à finalement revoir, peut-être revisiter ces rôles et surtout les envisager autrement et réfléchir à quelles intentions en fait je posais sur chacun des rôles. Chacun des rôles étant aussi importants les uns que les autres. Et par exemple, j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'être maman, ça pouvait être un truc sympa. Parce que jusqu'alors, je trouvais que c'était plus encombrant qu'autre chose. En gros, c'était le truc qui me faisait rentrer du boulot à 20h alors que j'aurais pu rester plus tard. Donc que mes enfants, que je pouvais partager des moments agréables avec mes enfants, même s'ils étaient simples, parce que je pouvais avoir aussi tendance à me dire que, par rapport à l'exaltation qu'on peut avoir au travail et sur l'atteinte de certains objectifs, ou notamment en équipe, que le petit dernier se réjouisse de la partie de foot qu'il a gagnée à l'école. J'avais l'impression que c'était
c'était presque pas minable, mais sans intérêt, quoi. Voilà, sans intérêt. Alors que, du coup, j'ai réinvesti ce rôle, par exemple, du coup, en écoutant plus mes enfants, en comprenant mieux aussi leur comportement et leur fonctionnement. Parce que c'est pareil, jusqu'alors, un enfant qui criait, qui pleurait, ou qui disait non, ou qui faisait une crise de colère, encore une fois, c'était un gamin colérique, relou, qui m'empêchait de passer ma soirée tranquille. Et finalement, j'ai compris que c'était une personne comme moi, avec une tête, un cœur, un corps, et du coup des ressentis par rapport à des choses qu'ils avaient vécues par exemple dans la journée, et qui à un moment, les choses s'expriment parfois violemment, d'autant plus quand on ressent les choses de façon forte. Donc j'ai appris à mieux gérer du coup les colères de notamment mon aîné, colère qui pouvait m'exaspérer parce que c'était aussi le reflet de certaines des miennes. Donc je me disais c'est pas possible, je me suis reproduite et je lui ai donné ses défauts, alors que en fait c'est pas un défaut, encore une fois, c'est l'expression d'une émotion. Et du coup, ça a été aussi pas tant une découverte. Si, il y a la partie découverte, mais surtout l'apprentissage en fait de la gestion de cette émotion. C'est un apprentissage au long cours, mais je pense que j'ai énormément progressé en fait sur ce temps de pause. Tu peux nous donner des exemples du coup de comment c'était avant, tu nous l'as dit, du coup tu comprenais pas les colères, mais maintenant comment tu fais et qu'est-ce qui fait que du coup c'est différent, c'est mieux ou ça, qu'est-ce que ça apporte à l'équilibre? Oui, c'est forcément mieux. Enfin, il n'y a pas que moi qui le dis d'ailleurs. Enfin, c'est quand mon fils me dit merci maman, je suis rassurée, maintenant je vais bien dormir. Bon là j'ai tout gagné. Et par exemple, ça peut être ces phases de colère quand il revient parfois de l'école et qu'il a été déçu par un ami, ou qu'il a l'impression d'avoir vécu une injustice de la part d'un professeur. Et voilà, c'est vraiment des stimuli forts chez lui qui peuvent l'engager dans une colère monstre. Eh bien, comment je m'y prends? Je l'écoute. Et plus ça m'émeut, moins je réagis. Plus ça m'émeut, plus j'essaye de prendre du recul, du temps, en respirant et en essayant de même potentiellement voir un peu de m'éloigner, quoi, même physiquement. Si je me sens sereine, du coup je vais l'aider aussi à retrouver son calme, mais sans mots, sans explication, sans contraindre ce qu'il est en train d'exprimer, quoi. Sans lui dire mais enfin pourquoi tu cries autant, j'aurais pu dire mais ça n'en vaut pas la peine. C'est le truc horrible à dire. Et je le fais parler, je dis écoute, je comprends que t'es en colère, qu'est-ce qui s'est passé exactement, et je lui fais nommer l'injustice, pour qu'il exprime, et du coup je lui fais comprendre que la justice c'est important pour lui, et voilà, on essaye aussi de décortiquer peut-être ce qui a pu se passer dans la tête de l'autre en fait aussi, pour du coup aborder aussi des notions d'empathie, et surtout maintenant je rentre plus dans cette espèce de jugement.
je rentre plus, ou du moins le moins possible, qui est, voilà, t'es colérique, prends sur toi, il n'y a pas de raison de rentrer dans ces états-là. En fait, il y a une vraie raison. Avant, du coup, par peut-être manque de temps ou d'espace, t'étais plutôt, et puis aussi de connaissances par rapport à cette problématique, t'étais plutôt en train d'écraser l'émotion, et maintenant, en fait, tu l'accueilles, quoi, c'est ça? Oui, et je l'accepte. Ça, c'est aussi un truc qui est important, d'accepter. C'est important, mais c'est dur. Parce que surtout quand c'est une émotion qui est désagréable. Et le top, je dis pas que j'arrive à le faire tout le temps, mais il y a des moments, surtout notamment quand ça me concerne moi par exemple, et qu'il y a un fait qui me met en colère ou qui m'attriste, et que ça reste pendant longtemps, j'essaye de décortiquer le truc en comprenant d'où ça vient. Parce que, j'aime bien ton propos qui est de dire les émotions parlent de nos besoins. Je ne sais plus si c'est exactement ça la phrase, mais parlent de nos besoins, parce que du coup, ça te permet de savoir et de te connaître en fait. Du coup, j'ai compris combien la justice, l'honnêteté, tout ça était important pour moi. Et du coup, ça me permet aussi potentiellement de les exprimer aussi. C'est pareil quand tu es dans une situation du coup où tu sens que ça va pas être juste, même en collectif. Moi, je me suis revue maintenant en situation professionnelle en disant, plutôt que de partir en colère, en exprimant, en disant là je suis gênée parce que à mes yeux ça me paraît pas juste. Mais je me mets juste moi en scène, j'accuse personne autour, quoi. Tu parles de toi. Et je parle de moi et de ce qui se passe en moi et pourquoi. Et voilà, jamais, même si la personne ne ressent pas ça à ce moment-là, jamais personne ne contradira en fait ce que toi tu ressens. Par contre, si tu lui dis non mais franchement, faut que tu arrêtes de parler comme ça parce que c'est inadmissible, etc. On dit toujours que le tu. Tu le mets dans une posture, tu l'accuses d'un mal dont tu le rends responsable, mais finalement c'est pas tant ça. Là tu pars dans un conflit. Alors que si tu dis écoute, moi là je suis gênée par ce propos parce qu'il me paraît pas juste, etc. Et tu donnes l'occasion peut-être de partager une de tes valeurs, tu rentres aussi dans une relation authentique, etc. Et du coup je trouve que ça améliore le relationnel. Et là pour le coup je prends un exemple pro, mais le mode de fonctionnement. Et c'est pareil dans la famille, quoi. Ça évite un certain nombre de crispations, ça met de l'huile dans les rouages, ça rapproche, ça met de la complicité et du coup du plaisir dans la relation. Et maintenant à peu près 2 années depuis le début, tu dirais que tu as affûté ta capacité, ton intelligence émotionnelle en fait. Tu l'utilises maintenant comme une force, alors qu'auparavant tu étais plutôt à mettre tes émotions de côté, à pas t'en occuper, ou en tout cas à faire en sorte qu'elles ne soient pas présentes, quoi. Oui, alors encore une fois, même si je pense que j'ai beaucoup à progresser, mais effectivement, je pense que jusqu'alors, je me mettais aussi pas mal une carapace pour pas montrer certaines choses, et du coup, pour pas exprimer certaines choses, et du coup, quand c'est too much, ça devient violent. Donc du coup, tu passes pour quelqu'un de violent, de méchant. Alors qu'en fait, c'est peut-être plus l'inverse qui est vrai. Donc effectivement, je pense que j'ai progressé sur cette nature d'intelligence, et du coup, ça, encore une fois, c'est énorme dans la relation, quelle qu'elle soit, quoi. Que ce soit une relation même anodine dans la rue avec un inconnu,
les relations amicales, en famille ou professionnelles, je pense que c'est un peu le nerf de la guerre, quoi. Oui, je me disais, est-ce que tu penses pas que du coup, si tu es plus à accompagner tes enfants dans le développement de leur intelligence émotionnelle, il n'y a pas cette clé-là, en fait, finalement, tu les éduques, tu leur apprends à prendre soin de leurs émotions, de leurs besoins, et de ce fait, en étant plus conscient, il y aurait moyen finalement d'éviter d'être au fond de la piscine. Ah oui, alors ça, ça c'est un point intéressant. Et c'est vrai que quand j'arrive à leur faire comprendre ça, je suis contente et j'ai l'impression de semer des graines pour l'avenir. Après, je vois aussi comment l'écosystème éducatif fonctionne et je fais ma part, mais parce qu'il y aurait besoin déjà que je le fasse aussi sur leur père, que leur père comprenne bien et mieux certaines choses. Donc déjà il est cool, il me contredit pas. Mais il prend pas ma roue, quoi. Parce qu'il est étranger à ça, il n'a pas été éduqué à ça comme moi, comme moi avant. Et après, on voit ce qui se passe dans le monde de l'école, mais on est à 15 000 lieues sous les mers de la prise en compte de l'émotion, etc. Les profs eux-mêmes gèrent très mal, je pense, certaines de leurs émotions. Moi, je les vois fonctionner en conseil de classe, par exemple, parce que j'étais parent délégué. Il y en a certains, je les vois à fleur de peau. J'ai envie de leur donner ton numéro de téléphone. Donc c'est sûr que ce sont des apprentissages qui peuvent faire partie de la base essentielle de l'éducation. Il faut peut-être même, d'une hygiène de vie ou d'une écologie de la personne, quoi. On apprend à manger sainement. On pourrait aussi apprendre à considérer sainement une émotion et à savoir s'en servir et à savoir l'interpréter et l'utiliser, quoi. C'est vrai, je fais l'analogie avec un aliment, là, c'est ça qui me vient tout de suite. Mais c'est un peu ça, parce que c'est vrai que l'émotion, ça sert aussi du coup à se protéger, à se mettre en mouvement, à grandir. Oui, en même temps, c'est un peu ce que tu disais dans ton histoire, quoi. C'est que c'est compliqué de considérer en fait que pour que ça aille bien et pour qu'on vive mieux ensemble, il faut qu'on soit un peu égoïste, quoi, qu'on prenne soin de nous. Ouais. Alors c'est bizarre de le dire avec le mot égoïste, mais en tout cas, il faut commencer par soi. Et ça me fait penser, du coup, tout à l'heure tu me parlais de l'entourage, etc. Ça me fait penser une fois à une remarque qui m'a fait plaisir de mon mari. Il n'y en a pas souvent, hein. Et surtout que je dis qu'elle me fasse plaisir. Et une fois, je lui disais ah, mais les enfants, ils se disputent moins, ils se mettent moins en colère, c'est plus calme à la maison, je trouve que c'est plus serein, etc. Je suis contente, ils sont plus cool. Et en fait, mon mari me dit, mais en fait, je crois que c'est toi en fait qui est plus cool. En fait, c'est toi qui es plus cool et c'est toi qui vois les choses autrement, qui prends les choses autrement. Et du coup, j'ai apprécié ça parce que je me suis dit, tiens, du coup, c'est une façon de me dire que j'avais changé en bien. Et du coup, ça me donnait aussi une part de responsabilité dans le bien-être de l'écosystème familial. Et du coup, j'étais contente de ça. Et donc, oui, c'est sûr que quand tu commences par être bien toi-même, après tu vas rayonner autour de toi et ça ressurgit de façon positive. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être du coup ce qui s'est passé pour toi au niveau de
de l'entreprise aussi parce que je trouve que c'est aussi porteur d'espoir pour ceux qui traversent ce genre d'orage là, de vrille, comme tu dis. Et voilà, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as eu assez d'énergie pour faire repartir l'oiseau blanc? Bah, c'est ça, ouais, j'allais réutiliser la métaphore de l'oiseau blanc qui est reparti en vol. Alors il est reparti en vol d'une autre façon. Là, il s'est refait une carlingue ou des ailes, comme on veut, hein, si on utilise l'avion ou l'oiseau. Qu'est-ce qu'il a fait? Enfin, voilà, le temps, le capital soi, quoi. Enfin, c'est vraiment travailler sur le capital soi. Et puis du coup comprendre ce qui est bon pour soi en fait. Du coup peut-être aussi écarter certains environnements, certaines activités, enfin au moins dans une première étape. Et du coup voilà, encore une fois l'oiseau est reparti en vol. Après avoir virevolté, s'être posé, avoir attendu, avoir hésité. Et puis être reparti. Voilà, moi j'ai eu la chance de retourner dans un écosystème contre lequel j'étais quand même pas mal en colère, mais qui est quand même bienveillant. J'y suis retournée alors en étant sereine. Enfin, faut vraiment y retourner en étant complètement serein, quoi. Les batteries rechargées à 100, c'est sur la partie physique, et surtout l'aspect aussi état mental, blessure mentale, il faut vraiment qu'elle soit cicatrisée et fermée, quoi. Parce que sinon tu perds en sérénité et le moindre chatouillis sur une cicatrice qui n'est pas fermée, ça fait mal et ça peut à nouveau blesser. Donc j'y suis allée sereine et en étant claire sur ce dont j'avais envie et ce que je voulais. Tu l'as exprimé. Et je l'ai exprimé, voilà. J'ai dit voilà, ce que je voulais, quel type d'écosystème, donc qui se traduisait par une certaine direction dans mon entreprise. Et du coup, voilà, après, je me suis appuyée sur des alliés que j'avais dans l'entreprise, que j'avais construit un réseau par le passé. Donc, c'est ça aussi qui est extraordinaire, c'est que les gens t'oublient pas. Enfin, si, il y en a certainement qui m'ont oublié, mais en tout cas, t'as tissé des liens forts, t'as beau les interrompre à un moment, quand tu les ressollicites, ils sont à nouveau là, donc c'est aussi un message d'espoir, quoi. Voilà, le crash aérien ne brûle pas tout sur son passage en vrai. Donc voilà, j'ai repris contact avec mon réseau qui m'a ouvert des portes. Et en fait là, ce qui a été important, c'était d'être serein, de savoir ce que je voulais et de savoir l'exprimer et d'être authentique aussi. Enfin, moi pendant longtemps, mon histoire, je voulais pas la raconter. Et là, sans faire de misérabilisme, parce que c'est un truc qui m'insupporte, en étant juste authentique, en racontant les choses, et bien voilà, les gens comprennent, sont bienveillants dans le bon sens du terme, et je pense que voilà, ils ont, et du coup je pense qu'on donne aussi envie en fait de recréer un nouveau type de relation, etc., quoi. Donc c'est vrai que j'ai été agréablement surprise par l'accueil des personnes auprès de qui j'ai frappé à la porte en disant j'aimerais bien travailler pour toi, pour tel type de mission, etc., pour telle et telle raison. Et ça, du coup, après, ça participe à renouer avec la confiance, parce que c'est aussi l'enjeu, en fait, pour repartir en vol. Il faut regagner en confiance. Du carburant confiance. Voilà, c'est du carburant confiance. Enfin, du coup, ça fait une espèce de boule de neige, là, ou de dynamo. Et du coup, voilà, c'est reparti, pas comme en 14. Non, doucement d'ailleurs, en mi-temps, au départ. Oui, voilà. Et d'ailleurs, c'est indispensable
de reprendre sur un rythme, voilà, comme ça, séquencé. Un temps partiel, c'est une obligation. De toute façon, il y a le censeur médecin qui n'aurait pas fait autrement. Mais moi, ça me paraissait bizarre, mais en le vivant, au bout de 2 jours, j'étais bien contente de raccrocher et de re-switcher du coup sur les autres rôles de ma vie, parce que du coup c'est pareil, il y a des choses que j'ai installées qui sont devenues pour moi primordiales pour un vol serein. Et du coup, voilà, ça veut dire que quand la partie working girl, elle doit s'arrêter pour laisser place à au sport, à la détente, à la rigolade, aux moments simples avec les enfants, au partage avec les gens qu'on aime, etc. Donc, du coup, c'est bien, ça fait une sorte de garde-fou aussi pour que la roue des équilibres reste équilibrée sur les différents rôles qu'on a définis, quoi. Super. Et qu'est-ce que tu dirais du coup à ceux qui nous écoutent, qui sont finalement les Caroline Working Girl ou les Working Men aussi, parce que c'est pas que pour les filles, les burn-out. Qu'est-ce que tu leur conseillerais en fait? Alors c'est des conseils que j'ai beaucoup entendus quand j'étais dans cette situation qui me paraissait inatteignable, mais en fait vous allez souvent entendre qu'il faut du temps. Ça va vous embêter, vous piquer, vous gratter, vous agacer, mais c'est indéniable. On entend souvent le temps moyen de 18 mois, c'est pas une légende, quoi. Qu'il faut du temps. Moi je l'ai pris comme un voyage, en terre inconnue. Alors, j'aimais bien l'émission, alors c'est peut-être comme bateau, mais j'aime bien quand même ce truc-là, parce que le voyage en terre inconnue, pour moi, ça fait appel à plusieurs choses, c'est-à-dire que tu vas découvrir des choses pour parfois le pire et aussi le meilleur, quoi. Et du coup, il faut être prêt à ça. De temps en temps, ça va tanguer, mais il y a d'autres moments, on va avoir des grandes joies, des découvertes, et du coup, d'accepter ça et de le voir comme une aventure riche. Et peut-être, je dirais, un troisième point, c'est de ne pas hésiter à demander de l'aide, en fait. Voilà. Parce que je crois que ça peut être l'écueil des personnes qui se sont engluées dans le soi forte et tout ça, de penser que tu vas t'en sortir tout seul. Ça, peut-être il y en a, j'en sais rien, mais moi, ce qui a été salvateur, c'est l'aide. Et quand je dis l'aide, c'est pas que l'entourage, c'est des professionnels qui accompagnent en fait dans ces moments-là, quoi. De la médecine en passant par différents types de thérapies ou de médecine douce. C'est indispensable d'oser demander de l'aide et de faire les choses à son rythme et d'accepter que ce soit long. Merci Caroline pour ce partage. Je sais que tu n'as pas souvent raconté ton histoire, donc Non, je ne l'ai pas souvent raconté. C'est un honneur. Je ne sais pas si c'est un honneur. Moi, je le dis pas comme ça. Je prétends pas ça, mais en tout cas. En tout cas, je considère que c'est un cadeau pour moi, mais aussi pour tous ceux qui finalement sont dans cette même difficulté. Il y a parfois des déclencheurs, crise, ok, mais on peut peut-être arrêter l'avion avant qu'il vrille. Et ce type d'échange peut peut-être amener là où les personnes à dire je stoppe, je prends soin de moi et je redémarre en fait.
Oui, oui, accepter que le ravitaillement, il se fasse pas qu'en vol, quoi. Parce que si tu fais du ravitaillement en vol, dans le même temps, tu continues à brûler le carburant. Donc effectivement, écouter la tour de contrôle qui va dire non, mais là, il est temps de se poser. Et du coup, finalement, j'ai envie de conclure en disant que si tu penses que ce témoignage est un honneur, du coup, et un cadeau, et du coup, je pense que je te devais bien ça. Voilà. Merci. Et peut-être à bientôt pour lire l'histoire de l'oiseau blanc que en entier. Tu feras peut-être l'honneur de partager pour que vous puissiez le lire. Merci. C'était le premier épisode de notre podcast Booster de Sens. J'espère que vous l'avez apprécié tout comme moi. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain échange, un prochain partage avec une autre personne que j'ai accompagnée. À bientôt.